Et puis c'était ça qui en fait, euh, voilà, je sais pas quoi dire, je mange mes mots, c'est pas grave, je vais couper après, il n'y a pas de problème. Je recommence. Donc ça va être de mettre en place un entonnoir un peu complet. Un entonnoir complet. Je suis en vidéo, il y a toutes les salles qui sont prises, il va falloir que j'interrompe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabi Dabi Schwebel, qui a l'agence 1 minute 30 et c'est la première agence en France de inbound marketing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le inbound marketing, c'est exactement pour cela qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous parler de ça. Donc bonjour Gabi. Bonjour Catherine. Alors, tout d'abord, parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Tu as monté ton agence il y a combien de temps? 18 mois. 18 mois seulement, voilà, et ça marche déjà super bien. Donc, parle-nous un tout petit peu de ce que tu as fait avant et de pourquoi tu as décidé de lancer ton agence. Moi j'ai un parcours d'entrepreneur dans les télécoms et les médias et d'entrepreneur à côté. Donc j'ai fait beaucoup de conseils télécom médias, j'ai beaucoup travaillé sur la télé mobile et entre autres j'ai été directeur délégué du pôle télé de Lagardère. Mais à côté de ça, j'ai monté une marque de bijoux, un bar à jus de fruits, un éditeur de logiciels dans les podcasts mobiles, un autre éditeur de logiciels dans les monitoring des énergies renouvelables. Et à l'occasion de mes diverses expériences d'entrepreneur, j'ai fait de l'inbound marketing sans le savoir, à savoir que j'avais pas les moyens d'aller communiquer dans les grands médias et de l'acheter de l'espace. Donc j'ai pris mes propres moyens en faisant un blog, en faisant de l'emailing, de l'email marketing, en intervenant dans des conférences, en faisant des relations presse. Et je me suis construit un peu de visibilité grâce à ça. Et quand je suis tombé sur HubSpot, sa définition en 2012, au moment où je voulais créer 1 minute 30, j'ai tout de suite compris que ce qu'ils avaient formalisé autour du concept d'inbound marketing correspondait à ce que je trouvais primordial pour un entrepreneur et pour une entreprise de faire aujourd'hui. Et c'est en ça que j'ai décidé peut-être, dis-nous ce que c'est HubSpot parce que pas tout le monde connaît. Ouais, HubSpot, c'est un éditeur de logiciels de marketing automation qui a inventé le concept de l'inbound marketing. Et pour vous résumer ce concept-là, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure sans avoir donné une définition, puis plusieurs, la première définition, c'est l'inbound marketing vient s'opposer à l'outbound marketing. Donc, inbound, c'est faire venir vers soi, outbound, c'est aller vers les autres. Et l'outbound marketing, ça va être tout le marketing traditionnel, non permissif, où on va faire de la pub au milieu d'un spot télé, au milieu d'un spot radio, avec de l'affichage, avec du spam en emailing, etc. Donc on va venir interrompre. Inbound, on va au contraire chercher à faire venir les gens vers soi, en les intéressant avec du contenu de qualité, en se positionnant sur leurs réflexions, sur leurs mots-clés. Ça, c'est l'une des définitions. Et l'autre définition, qui est celle qu'on s'applique au sein d'1 minute 30, c'est apprendre aux marques à devenir leurs propres médias et à convertir leur audience en clients. Ça va être un entonnoir en 3 étapes. Première étape qui va être de générer du trafic. Et on a les moyens aujourd'hui en digital de construire un média, à savoir d'écrire des contenus comme dans la presse sur un blog, de faire des vidéos, ce que tu es en train de faire des infographies. Donc on a toutes les palettes en termes de contenu d'un média et on a tous les outils de diffusion d'un média, à savoir qu'on peut être présent sur les moteurs de recherche grâce au référencement naturel en choisissant les bons mots-clés, être présent sur les réseaux sociaux et diffuser sa communication sur les réseaux sociaux, faire des relations presse. Donc on fait comme un média, et j'en viens donc quand j'évoquais Lagardère, de l'agrégation, de la production et de la diffusion de contenu. Et autour du mot agrégation, ça va être toute la réflexion aussi qui est très importante parce qu'elle va définir le positionnement, qui va être de définir sa ligne éditoriale et de définir sur quel sujet et quel territoire de communication on va parler. Donc ça, c'est vraiment la première étape, générer du trafic. En deuxième étape, ça va être de convertir ce trafic en prospect. Et ce qu'on veut dire prospect, c'est d'identifier le visiteur. Et pour ça, on va être dans une logique de livre blanc, de give to get, où on va leur proposer des contenus premium, des livres blancs, des études, des jeux concours, des calendriers, enfin tout ce qu'on veut, qui va permettre d'autoriser le visiteur de se dire bon je complète le formulaire, donc je donne mon nom, mon prénom, mon adresse mail, en échange de ce livre blanc, ce qui nous permet nous
éditeur du site et du média, d'identifier ses visiteurs pour pouvoir les recontacter et essayer d'en faire des clients. Et ça, c'est la troisième étape, convertir les prospects en clients. Et là, on passe par de la newsletter, qui est l'outil de lead nurturing, donc d'accompagnement de la réflexion du prospect le plus facile, parce qu'on envoie le même contenu à tout le monde, ou des programmes plus complexes de type marketing automation, où on va définir un message et créer des scénarios avec des conditions en fonction du fait si le message a été ouvert ou pas, pour proposer des parcours de nurturing et d'accompagnement jusqu'à la décision du client qui est mûr, qui a suffisamment réfléchi, qui a eu suffisamment toutes les informations dont il avait besoin pour se dire ben, j'ai envie de contacter ce fournisseur et de lui demander un devis ou de lui acheter son offre de service. D'accord. Donc, en fait, il y a toute une réorganisation qui se fait pour les entrepreneurs, les PME, les petites boîtes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites pour, chez vous, avoir et le temps de vous occuper de vos clients et le temps de créer ce contenu? Alors, je veux dire, dans les petites structures, c'est un peu plus facile parce qu'il y a moins de process de validation et une chaîne de communication qui est beaucoup plus simple. Ça peut être le dirigeant, s'il a des facilités rédactionnelles, qui fait cette production de contenu. Et moi, quand j'ai créé 1 minute 30, on va dire, le blog aujourd'hui fait 25 000 visiteurs, mais au début, il n'y avait personne. Ça a été une longue traversée du désert, là, ça fait 18 mois que ça existe. On va dire les 12 premiers mois, c'était vraiment un travail de discipline au quotidien. Je fais un article par jour que j'écrivais moi-même tout seul au début. Et je prenais sur ma journée une demi-heure, 1 heure, 2 heures selon la densité de l'article. Et je considérais que dans la mesure où je vendais ça, qu'il fallait que je me l'applique à moi-même. Et que ce temps-là, finalement, était du temps économisé sur la prospection parce que à travers un article, bah, au début, je touchais 10 personnes. Aujourd'hui, je en touche 300. Mais c'est toujours 300 coups de fil d'épargnés. Et au final, ça prend beaucoup plus que 2 heures que Je veux juste vraiment m'arrêter sur ce que tu dis. C'est vraiment super important et c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est que c'est pas la création de contenu plus le reste, ça va venir en fait à la place, comme tu dis. Du coup, tu écris des articles à la place de faire des téléphones pour prospecter. Et ça, les gens, souvent, ils le comprennent pas très bien au début. Et nous, aujourd'hui, on a construit toute notre clientèle qui est composée de TPE, PME, mais aussi maintenant de plus en plus de grands comptes, à travers cette approche. Donc, à travers le lectorat de notre site, c'est des 25 000 visiteurs aujourd'hui, à travers la mise en place de nos livres blancs, et on a 40 à 50 prospects jour qui téléchargent nos contenus premium, donc on identifie, et puis de la conviction, de la relation permanente à travers la newsletter hebdomadaire, etc., qui fait que les gens ont acquis une bonne image de l'agence et d'1 minute 30 et ont plutôt envie de travailler avec nous qu'avec nos concurrents qui ont les mêmes tarifs, qui ont les mêmes offres, mais qui n'ont pas la même image, la même expertise, qui n'interviennent pas dans la presse non plus. Et c'est vrai que c'est pertinent pour les petites entreprises, et les petites entreprises peuvent le faire toutes seules. Et sur les grandes entreprises, moi je considère que c'est un plus, et c'est même un impératif, à côté d'une communication plus traditionnelle et à haute bande, où ils vont investir en achat d'espace, sur des grands médias, etc. Il est quand même très important que sur leur propre espace à eux, sur leur site internet, quand ils font venir les gens vers eux, et ben, qu'il y ait du contenu de qualité qui réponde à l'ensemble des questions des internautes, qui ait une actualité mise en scène et mise en vie au travers d'un blog, que ce blog-là ne soit pas que de parler de moi et de ma structure et de mon entreprise, mais plutôt des problématiques des clients, de se mettre dans leur peau pour définir une ligne éditoriale avec des sujets qui vont vraiment les intéresser. C'est toute cette mécanique-là qui est indispensable pour une petite entreprise qui n'a pas d'autres leviers de communication et pour qui prendre 2 heures du temps du PDG coûtera toujours moins cher que d'acheter de l'espace à plusieurs milliers d'euros dans la presse ou etc. Et pour une grande entreprise qui continuera à acheter de l'espace parce que c'est toujours des supports de visibilité bien plus forts que son blog. Moi, j'ai que 25 000 visiteurs et que si je souhaitais communiquer plus largement en télé, ben, je toucherais plusieurs millions de clients potentiels. Donc, c'est toujours important de communiquer à l'extérieur, mais quand on a fait venir des gens vers soi, il faut leur donner une matière riche, dense, un site vivant et aller continuer le processus pour
qu'il soit dans une situation de se dire c'est avec ce fournisseur-là que je veux travailler et pas un autre. De plus en plus d'entreprises créent du contenu, donc il y a énormément de contenu. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients pour se démarquer et se différencier dans la jungle de tout ce contenu? Parce que ça devient très dur en fait de se faire remarquer au milieu de tout ça. Moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est sur la ligne éditoriale. J'aime bien une phrase de Bill Cosby qui dit « Je connais pas les raisons du succès, mais je connais les raisons de l'échec », à savoir de vouloir plaire à tout le monde. Et on peut pas être lisse quand on communique sur le web. On doit prendre une ligne éditoriale tranchée qui correspond à ses convictions et pas chercher à vouloir plaire à tout le monde. Je prends souvent aussi l'exemple de l'océan. Écrire et faire des contenus sur le web, c'est jeter un caillou dans la mer. Et toute la différence va se faire soit sur la taille du caillou, et ça c'est le budget. Donc plus on a un gros caillou et plus on a un gros budget, plus ça va faire des vagues et ça va faire plouf. Soit sur la façon de lancer le caillou et comment on va faire des vagues à travers le lancer. Donc on a parlé du budget, on va parler du lancer. Souvent on a trop tendance, et c'est l'habitude de la communication institutionnelle, à vouloir pas faire de vagues, à vouloir être très lisse dans sa communication, d'avoir un message qui est très carré, très formaté, très étudié, validé par tout le monde en interne, etc. Donc ça correspond à prendre un caillou, petit, gros, moyen, même si on prend le plus gros caillou du monde et une météorite, et qu'on vient le déposer doucement dans l'eau, le poser doucement, bah, il va s'enfoncer directement sans faire de vagues. Alors que si on prend même un petit caillou et qu'on va essayer de mettre de la force au moment de le lancer et qu'on va essayer de le lancer avec un angle précis qui permettra de faire des ricochets, ben là, 3, 4, 5, 6 fois, on va avoir beaucoup plus de vagues que si on l'avait lancé ou déposé simplement dans l'eau. Donc c'est vraiment ce truc, plus on a un gros budget, bah, plus ça fera de vagues, mais aussi si on le lance d'une façon avec un bon angle, et on rejoint la notion d'angle éditorial, avec un bon angle, bah, on fera aussi des vagues. Et c'est toute la réflexion qu'il faut prendre et une vraie discipline à tenir, parce que tenir une ligne éditoriale, c'est beaucoup plus dur que tenir une communication produit. Il faut avoir un garant de cette ligne éditoriale, faut accepter d'avoir des avis tranchés, accepter l'aspérité et assurer cette continuité de ligne éditoriale dans tous les articles de blog qu'on va faire, mais aussi dans ses relations presse, mais aussi dans son référence naturelle, mais aussi dans sa pub en display, etc., etc. À partir d'un moment, c'est plus un produit qu'on vend, mais c'est un storytelling. Et ce storytelling-là, il doit être présent sur tous les supports de communication, y compris sur le produit après. Comment est-ce que tu vois en fait l'évolution de ce marketing de contenu, de l'inbound marketing? On va dans quelle direction avec ça? Moi, j'ai écrit un article dans Le Monde en juillet où je disais que le marché et la chaîne publicitaire évoluent pas mal, avec les marques qui deviennent leurs propres médias. Les médias qui poursuivent les marques deviennent de plus en plus des agences à travers les opérations spéciales, à travers du sponsored content, etc. Mais les médias se mettent au service des marques et on se pose la question de que deviennent les agences dans ce cas-là. Si les médias sont devenus des agences, les marques des médias, que deviennent les agences? Ma réponse, c'est de dire que c'est à l'agence de devenir éditeur délégué pour le compte des marques et de venir proposer des médias clés en main ou un accompagnement clé en main pour monter son propre média. Et on va voir de plus en plus, à mon avis, des marques qui, comme Red Bull, qui est quand même très pionnier dans cette direction de devenir marque média ou de devenir média à part entière en occupant le terrain de tout ce qui est sport extrême, sport de glisse, etc. Et qui ne parle plus du tout de son produit, mais qui parle de cet univers de la glisse et du sport. Alors, on va voir de plus en plus des marques qui vont venir occuper des territoires de communication très forts, avec le soutien d'agences qui seront plus des agences pour faire des opérations one-shot de communication, mais qui seront des éditeurs délégués qui géreront en délégation la réalisation du média. J'ai écrit une autre tribune dans Le Monde la semaine dernière qui était, elle, autour d'un rachat hypothétique par Coca-Cola d'Universal pour devenir le média de la musique. Et pouvoir imposer à côté de chaque artiste sa marque, Coca-Cola Music, comme Universal aujourd'hui signe les artistes Universal Music.
et pourrait décliner sa marque selon les labels, avec un Fanta Music pour de la pop, avec un Chaud-Fontaine Music pour la musique classique, etc. Donc j'imagine qu'on va aller vers des marques qui vont occuper des territoires de communication qui seront toujours plus grands, parce ils deviendront métiers à part entière. Et ce qui est étonnant, par exemple, c'est que un Red Bull qui occupe le territoire de communication de la glisse et du sport extrême a complètement regardisé des gens qui sont pas du tout sur son marché, comme Quicksilver et les marques de streetwear et de surfwear qui se sont retrouvées en décroissance suite à la prise de parole très forte d'un Red Bull sur le territoire de la glisse. Quel a été en fait dans ta carrière de marketing, de inbound marketer, qui sont tes idoles, tes mentors, de qui tu apprends? Moi, j'ai été très inspiré au début par HubSpot, et qui a une richesse de contenu sur son site. Je crois qu'ils en sont à plusieurs centaines de livres blancs, etc. Mais la marque et ce qu'elle fait comme travail avec son blog maintenant qui fait plus d'1,5 million, je crois, de visiteurs par mois, est une vraie source d'inspiration pour ce qui est de la communication B2B. D'accord. Quels sont en fait les blogs francophones que tu lis? Disons les top 3, on va dire. Alors moi, je lis beaucoup et j'ai un partenariat assez proche avec webmarketing-com, qui est un très bon blog d'experts du web marketing qui fait intervenir plusieurs guest blogueurs dont je fais partie. J'aime bien aussi les points de vue toujours très intelligents de Fred Cavazza. Et après, je lis en francophone, j'en lis de moins en moins. Parce que le temps est précieux, et après je continue à lire de temps en temps le blog d'HubSpot. Quels sont les outils que tu utilises le plus souvent? Des applications web pour te faire par exemple gagner du temps ou que tu utilises pour faire la promo, etc. Donne-nous peut-être trois des top outils que tu utilises. J'utilise pas tant d'outils que ça. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Social Dynamite, qui me permet de faire relayer par ma communauté d'ambassadeurs mes tweets et m'assurer que, en tout cas, toute mon équipe interne relaye les tweets et les articles du site et des ambassadeurs externes. Ça, c'est un outil qui est plutôt pas mal, Social Dynamite. Et puis après, je dirais qu'un très bon outil, c'est WordPress. Hein, on le dit pas assez, mais c'est pour faire des blogs, c'est quand même un outil très versatile et très utile. Et après, j'utilise pas beaucoup plus d'outils que ça. Alors j'ai des petits outils pour automatiser mon compte Twitter, mais c'est rien de révolutionnaire en soi. Et puis après, il y a aussi un vrai... Moi, ce que je trouve qui est important quand on blog ou quand on rentre dans une dynamique d'inbound ou de production de contenu, c'est de chercher à être le plus proche de sa cible, de son audience, et d'essayer de créer une capillarité très forte dans les mots-clés, dans les contenus, pour répondre à toutes leurs attentes. Enfin, moi, je considère que c'est pas difficile le référencement naturel, c'est pas technique. C'est avant tout du bon sens et une réflexion de quelles vont être les questions que se pose mon audience, quelles vont être les questions que se posent mes visiteurs et comment sur chacune des questions j'apporte une réponse en termes de mots-clés et donc d'articles répondant à une question qu'un visiteur peut se poser quand il va taper dans Google. Et puis derrière, si je continue à analyser le parcours, qu'est-ce qui va l'intéresser en fin d'article? Vers quelle offre je vais le ramener, vers quel contenu premium et quel livre blanc je vais le ramener, et essayer de réfléchir ça toujours de façon itérative. Quand je constate par exemple dans Google Analytics que j'ai une page qui commence à bien ressortir dans les moteurs de recherche et qu'elle sert de page de destination, je vais aller voir ce que j'ai mis sur cette page, y revenir, reproposer des contenus premium bien adaptés et faire un travail comme ça qui ressemble à de la dentelle ou à de la couture, de toujours essayer d'être le plus près de mon audience pour avoir le vêtement qui fit le mieux. Très très sympa comme définition. Écoute, c'est génial, hein, il y a plein de choses intéressantes. Hein. Je te remercie beaucoup du temps que tu as passé avec nous. Et où est-ce qu'on peut te trouver, te lire ou même te voir peut-être? Je ne sais pas, tu vas peut-être participer à des conférences où on peut venir t'écouter.
Alors, pour avoir toute l'info, c'est d'abord sur le site 1minute30.com, 1min30.com. Il y a mon Twitter qui est @1min30, mon Google+, pareil. Donc sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et après, je publie de temps en temps des tribunes dans la presse, mais c'est plus épisodique et je suis pas capable de les prévenir en permanence. J'ai aussi un blog dans la tribune Stratégie Marketing en 1 minute 30. Super. Bah, écoute, je te remercie. On mettra toutes tes coordonnées sous la vidéo. Et puis, bah, t'avais tellement de choses à nous dire que j'ai l'impression qu'il nous faudra plus de temps, que peut-être qu'on refera une séance pour aller plus à fond dans certains des sujets. Donc, Avec merci. plaisir. Merci Catherine.